Projesi'nin kurucusu Sayın Frédéric Gadan'ı Fransa'da yer alan, telaffuzumu lütfen mazur görün, Centre Municipal de Santé Gennevilliers projesi deneyimlerini paylaşması adına kürsüye davet ediyorum. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup à Amen et sa maison mère pour cette invitation qui me rend très fier de présenter mon travail parmi de telles agences d'architecture apparemment de renommée, je sais de renommée, qui font un travail assez exceptionnel. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter notre agence, je vais vous présenter un projet en fin d'intervention qui est le centre médical et social de Gennevilliers, qui m'a valu de connaître, de rencontrer l'entreprise MN Aluminium. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse une petite balade. Alors, la dimension du projet que je vous présente n'est pas la même que celle des projets qu'on vient de voir, qui sont assez importants. On est sur 3500 mètres carrés, et c'est un bâtiment éminemment social. Alors vous verrez que dans ce que je vais vous présenter, il y a un parcours, un travail sur l'architecture qui se développe, qui part d'un point donné et qui arrive à quelque chose qui est une sorte de maturation et aussi d'adaptation de l'architecture à toutes les contraintes que l'on rencontre, notamment thermiques. Il y a les contraintes formelles aussi, qui sont dues à l'utilisation de nouveaux matériaux comme les bardages qui n'existaient pas avant. Alors, pour mieux me présenter, ça fait 20 ans que je suis associé à Bernard Velero, que j'ai amené avec moi, je vous le présente. Voilà, il est à gauche, donc il est un peu ici quelque part. Et on travaille comme ça sur différents projets qui sont des bâtiments publics, presque essentiellement, avec aujourd'hui pas mal de logements, en passant par des hôpitaux. On réalise en ce moment à Paris un bâtiment à l'hôpital Necker qui est en association avec Jean Nouvel. Donc c'est un gros bâtiment qui fait 40 000 mètres carrés que l'on traite ensemble en association. Donc je vais vous montrer notre premier projet tout d'abord, qui est un projet en béton et qui est nourri par un programme qui est hautement philosophique. Parce que la question que je me suis posée en venant, c'était comment j'allais pouvoir vous parler d'un thème, 4 architectes, 4 façades, en vous présentant en même temps notre travail. Pour moi, la façade, c'est ce que disait mon confrère tout à l'heure, c'est l'enveloppe, c'est l'image du bâtiment, c'est véritablement quelque chose de très important qui doit répondre aussi à une problématique. Et il y a un vecteur dans cette approche du projet qui est véritablement l'aspect symbolique que revêt cette enveloppe. Alors ici, on est sur un projet, le premier projet que nous avons gagné en concours, que nous avons gagné en 92, et que nous avons réalisé pendant toutes ces années, puisque vous voyez que la livraison est en 95. Il y a eu une démarche politique de la part du maire qui se fait construire ici son hôtel de ville. C'est un maire communiste. Et on est dans une région qui est très touchée par la crise, qui est le Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est la région de la mine. Et les puits, tous les puits de mine viennent de fermer. Donc le maire nous produit un cahier des charges philosophique sur l'histoire de la région, sur sa lumière, sur tout ce qui fait en fait cette volonté de marquer une nouvelle ère qui s'annonce avec la fermeture des puits, une nouvelle économie, un nouvel essor, un nouvel espoir. Donc sur la place, ici, la façade est conservée, c'est une façade en briques qui appartenait à l'ancien hôtel de ville. Je vais aller assez vite après, vous verrez, mais ce projet est important parce qu'il est la genèse de notre travail. De l'autre côté, du côté du cœur d'îlot, on exprime un bâtiment qui devient un bâtiment avec une façade principale. Et ici, on se sert d'un matériau qu'on va utiliser pendant pas mal de temps, qui est le béton blanc coulé en place, qui est un ouvrage assez difficile à réaliser. Et le béton blanc va, à cet endroit, exprimer véritablement
l'essor de cette culture, de cette ville, de cette économie. On se tourne vers le passé avec le blanc parce que on s'oppose véritablement à la couleur noire du charbon. Avant c'était le charbon, toutes les maisons étaient recouvertes d'une poussière, les gens peignaient leurs maisons, ont commencé à peindre leurs maisons en blanc quand les puits de mines ont été fermés. Donc le blanc est un gage, un symbole d'avenir, et le béton blanc coulé en place est là un gage de pérennité, avenir, pérennité. Le socle que vous voyez là est réalisé en schiste, c'est de l'ardoise, et cette ardoise va symboliser le rapport au sol, l'histoire de cette région, puisque le sous-sol, c'est le charbon. Donc là, c'est noir et c'est du charbon. À l'intérieur, on a aussi des façades. Ces façades s'organisent autour d'un vide central. L'intérieur est aussi en béton, donc c'est un bâtiment totalement réalisé dans un même matériau, monobloc. Aujourd'hui, ça serait assez difficile à faire compte tenu de tout ce qu'on nous demande de mettre dans le bâtiment en termes de thermique, etc. Donc là, on a pu le réaliser et on a été à fond dans cette idée que l'intérieur et l'extérieur étaient traités avec le même matériau. La lumière est donc amenée jusqu'au sous-sol qui va contenir, on va le voir, un programme important qui est la salle des mariages. Dans cet espace, il y a le vide, il y a la communication à travers le vide, il y a une notion éminemment politique de pouvoir être vu, de voir et d'être transparent. À rez-de-chaussée, on commence à distinguer le sol en ardoise, qui est la référence de la mine. Et quand on commence à descendre dans le sol, là on est encore à rez-de-chaussée, on voit la transparence sur les espaces qui accueillent le public. Quand on arrive et qu'on a descendu cette grande rampe, on arrive au sous-sol, et là, on est face à la salle des mariages, qui est juste à droite, et qui va, à cet endroit, accueillir les mariés, une valeur hautement symbolique, à un endroit où on est enfoui et où on est véritablement dans le sol, dans la mine. Le bois évoque aussi les soutènements des galeries, le bois qui est sur le plafond et sur les murs, et on conserve la lumière qui vient du haut. Donc c'est un aspect très solennel. Voilà le plan, qui est un plan très simple, avec la grande rampe qui évoque aussi la descente à la mine. Un autre projet qui suit, c'est un projet tout en béton blanc aussi, qui fait partie de notre parcours. Donc je vais passer maintenant assez vite sur les projets et vous montrer la progression de notre architecture, la façon dont on travaille. Ici, c'est encore un projet qui a une écriture très moderne, vous reconnaissez bien ça. On est un peu issu de l'école corbusienne, mais vous allez voir, les choses évoluent, notamment aussi avec la technique des bâtiments, avec toute cet engouement pour une architecture beaucoup plus contemporaine que génère justement le travail sur les matériaux nouveaux. Là, il y a un gage de pérennité aussi en termes symboliques, c'est assez important. Et il y a des valeurs récurrentes dans notre écriture architecturale que vous pourrez distinguer jusqu'au bout. C'est-à-dire le soubassement, le socle, est toujours présent dans notre architecture, et la volonté de soulever la masse blanche en l'occurrence ici, qui apparaît beaucoup plus légère et donne au bâtiment très massif une allure et une stature, une véritable dynamique et une légèreté. Voilà le travail sur tous les espaces de ce collège. C'est un collège, Simone de Beauvoir, je ne sais pas si je l'ai présenté, à Créteil, dans le Val-de-Marne. Et tout ça est planté dans un espace paysager. Je n'ai pas de photos des arbres qui maintenant ont largement évolué et poussé. Vous voyez donc le soubassement en pierre, et au-dessus, un béton blanc qui s'exprime pleinement du fait qu'il est soulevé. Ici, c'est un bâtiment industriel. J'ai tenu à montrer ce bâtiment, qui est le dernier de cette écriture architecturale, qui a un soubassement en pierre, vous le voyez, des façades en béton préfabriqué poli,
Et on a eu en fait un contact avec un industriel qui est venu nous voir à l'agence, qui s'est assis et qui nous a dit, voilà, je voudrais construire une usine de production de chaleur. Donc c'est une grosse chaudière en fait, qui fait 50 mégawatts avec une turbine gaz. Donc c'est un bâtiment à risque assez complexe, avec des cheminées qui font 50 mètres de haut, qui sont des tubes de 5 mètres de diamètre, que l'on a entièrement capoté avec de l'acier. Et il nous dit, j'ai fait un premier jet, des premiers projets avec des architectes, et je ne reconnais pas ce que je veux, j'ai envie d'une villa. Donc il voulait une villa contemporaine. Et ce qu'on a fait de mieux pour lui, parce qu'apparemment ça lui plaît, c'est de lui donner un bâtiment avec des registres très simples, un soubassement, une masse blanche soulevée, comme on fait d'habitude, et une écriture assez domestique d'un bâtiment qui va se positionner dans un site totalement paysager. Aujourd'hui, les arbres ont poussé, ce sont des arbres dépolluants parce que c'est un site industriel. Il y a à peu près 2 millions d'euros dans les arbres sur ce projet. Et vous voyez ici toutes les découpes, tout le travail assez fin qui est fait sur ce bâtiment, qui en fait a été reconnu comme un bâtiment qui n'est pas agressif et qui ne présente pas l'image d'une usine lambda. Il faut voir que devant le bâtiment, il y a une petite rue qui est pratiquée par les riverains. Et donc les gens ne se sont pas plaints, ils ont trouvé que ça pouvait fonctionner comme ça. À l'intérieur, il y a des gros tuyaux et beaucoup de lumière. Cette lumière est générée par les ouvertures, notamment en toiture, qui sont indispensables en cas d'explosion, pour éviter que le bâtiment n'explose totalement et envoie des projectiles trop loin. On va passer à un autre projet qui est un peu charnière. Alors je vous laisse deviner où il se trouve sur ce plan qui est pas très, peut-être pas très pratique à lire. Mais on est ici à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, à l'ouest de Paris. Et le bâtiment est inséré dans un tissu très dense. Il s'agit d'un hôtel de police. Alors la date, c'est pas 2012, c'est 2009 et 2010. Ce bâtiment est complexe parce qu'il vient s'insérer véritablement dans une toute petite parcelle avec un programme d'hôtel de police qui nécessite véritablement une organisation très précise et sans faute. Alors, se pose le problème de comment exprimer une façade dans un tissu constitué comme celui-là, avec, vous le voyez à droite, un bâtiment de logement, et à gauche, là, une maison d'architecte, parce que c'est un architecte qui habite dedans. Il a été très sympathique d'ailleurs. Et on fait un bâtiment résolument moderne, contemporain, qui exprime clairement sa vocation. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de montrer une façade qui ne s'impose pas forcément, mais qui est juste par rapport à la destination de l'ouvrage. Et ici, le travail est assez particulier parce que la façade que vous voyez est constituée d'éléments verriers toute hauteur sur les parties de bureau. Donc on veut exprimer une façade administrative et les cassettes qui sont vertes ici sont du cuivre pré-patiné, vieilli, ce qui va permettre de donner ce jeu un peu aléatoire de petits dés qui sont calés sur la façade et une certaine vibration. On commence déjà à utiliser les matériaux pour faire vibrer la façade. Alors, tout ça est construit avec les moyens du bord, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une façade rideau, il s'agit d'une simple façade faite d'éléments classiques. Par exemple, les ouvrants sont dans les parties pleines. Ces ouvrants sont nécessaires parce qu'on n'a pas de double flux à l'intérieur des locaux. Les cassettes cuivre sont rapportées sur des châssis classiques et on a trouvé le moyen de faire des ouvertures dans ces parties pleines, non sans mal, parce que la mise au point de ce détail est assez complexe compte tenu de toutes les réglementations que nous impose la construction aujourd'hui. Ensuite, on a des parties de vitrage toute hauteur qui vont servir au final à refléter la ville dans le bâtiment et à donner ce caractère très simple et très administratif en fait au bâtiment. Un rez-de-chaussée
s'inscrivent les accès des véhicules à gauche et puis accès des piétons à droite. On voit un soubassement, encore une fois, et la masse est surélevée au-dessus de ce soubassement. C'est un peu le thème de cet exposé. Le bâtiment s'intègre dans la perspective de la rue avec ses cassettes vertes. Et puis vous voyez au-dessus de la petite maison de l'architecte, eh bien, le bâtiment se retourne. Alors malheureusement, j'ai loupé l'image, elle n'est pas là. On a un grand pignon, puisque le bâtiment fait 22 mètres d'épaisseur pour contenir ses bureaux. C'est le seul endroit où on peut monter et rentrer le programme. Et au-dessus de cette maison, on trouve donc tout le calpinage de ce pignon qui est en béton blanc. Il reste des choses quand même, du béton, et qui fait le retournement de la façade. De l'autre côté, à l'arrière, le bâtiment se projette sur le tissu urbain qui est très dense, on le voit. Voilà le fond de parcelle, vu depuis le fond de parcelle. On a une petite émergence qui est possible donnée par les règlements d'urbanisme, donc on en profite et on fait de la surface à cet endroit-là. La partie basse est traitée en béton blanc et la partie haute est traitée de la même manière que sur la rue, parce que c'est un bâtiment qui supporte très bien cette double orientation. On voit le travail d'articulation entre la partie basse et la partie haute, entre les bureaux en haut et la partie plus administrative, et avec tous les services de sécurité en partie basse. Une rampe de parking à droite, il y a 2 niveaux de sous-sol à cet endroit-là. Et puis on dégage, on vient faire un creux dans le bâtiment à l'endroit où on cherche la lumière pour éclairer à rez-de-chaussée le poste central qui va servir à innerver tout le bâtiment en termes de gestion des flux. C'est aussi l'occasion d'installer la cour d'honneur. Vous savez que dans les hôtels de police, il est nécessaire de garer les voitures, d'accueillir le préfet. Et dans une parcelle comme celle-ci, eh ben, on n'a pas la place d'accueillir tous ces gens-là avec la grande pompe, comme on dit. Ici, on propose simplement un logement sous le bâtiment, vous allez le voir, qui est en fait un endroit où il n'y a pas de poteaux et qui va permettre d'accueillir des véhicules et, à l'occasion des cérémonies, d'accueillir Monsieur le Préfet. Le hall doit être accueillant. Ça, c'est la salle de gym pour la police. Ici, quelques exemples de bureaux issus donc de ce travail sur les façades. Le dedans, le dehors est indissociable dans notre travail. Et le cuivre qui apparaît dans les bureaux avec cet ouvrant qui permet de sauver les vitrages de toute perturbation de traverse et autres. Ici, c'est le verre coloré que l'on utilise assez régulièrement dans nos ouvrages. On travaille avec une plasticienne, coloriste qui s'appelle Frédéric Thomas. Maintenant, je vais vous présenter un autre projet. On va vers le CMS, ne vous inquiétez pas. Un projet avec du bardage. C'est une extension d'hôpital dans un quartier assez difficile de la région parisienne, qui est Trappes. C'est une ville, Trappes, dans les Yvelines. Et on fait une extension ici pour la Générale de Santé avec une écriture qui commence à être totalement différente de celle que vous avez vue précédemment, puisque ici on vient capoter le bâtiment avec un bardage qui est de la résine, un Funder Max, pour ceux qui connaissent. C'est un bardage très fin qui fait 6 mm d'épaisseur. Et si je montre ce projet, c'est simplement pour introduire l'évolution du traitement des façades avec ces nouveaux matériaux. Il y a le choix des couleurs qui est infini, il y a le choix des matières qui lui aussi est énorme et on peut travailler une volumétrie maintenant différemment, on peut associer des couleurs au volume, on peut décliner les parties pleines en parties, on va dire poreuses, qui laissent passer la lumière. Donc la façade est un véritable outil de traitement de la lumière. On l'a vu tout à l'heure sur les exemples magnifiques de projets qui ont été présentés par les architectes précédents. Les façades percées, les résilles, tout ça est offert aujourd'hui à la construction et c'est un vrai bonheur. Voilà le travail de calpinage de toutes ces plaques. Et maintenant, on vient à un projet un peu différent qui continue à travailler dans l'évolution de ce que l'on fait, qui est un groupe scolaire, 2 écoles, une élémentaire, une maternelle,
un centre de quartier, un restaurant et un centre de loisirs. Donc c'est un projet qui constitue une véritable pièce urbaine en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet. C'est un quartier aussi qui est relativement difficile, mais où l'investissement des gens est très marqué. C'est-à-dire que la commune est vraiment moteur dans la réalisation de ces projets. Et on a pu faire un travail assez intéressant sur cet ouvrage, à partir de ce que vous voyez en bas, qui en fait est le travail des enfants qui ont conçu leur école avant qu'elle soit construite. Il faut voir que sur le site, les enfants sont présents, puisqu'il y a 2 écoles déjà existantes, et le projet consiste à démolir ces écoles au fur et à mesure que l'on reconstruit, pour à la fin avoir un nouveau groupe scolaire. Donc on est dans des travaux en site occupé, comme on dit. Là, les enfants ont fait de la pâte à modeler, ils ont joué à réaliser leur bâtiment, et nous on s'est pris au jeu parce qu'on a trouvé ça magnifique. On s'est dit qu'à partir de ça, on pouvait déjà prendre la matière, ce travail, ne pas l'oublier et en faire quelque chose. Du coup, on a travaillé des formes souples, comme la pâte à modeler l'autorise, et on est venu assembler les unités de programme, le bleu, le rouge, le vert, pour en faire un groupe scolaire, et un groupe scolaire plus complexe qu'il n'en paraît, puisqu'il intègre des ERP, c'est-à-dire des bâtiments qui reçoivent du public, tels qu'un centre de quartier, un gymnase, qui est sur le toit de l'édifice. Voilà le travail de calage une fois les volumes définis. Tout ça s'est fait en concertation avec la ville et avec les utilisateurs. Et ensuite, on a 36 mois de chantier parce qu'il faut phaser la chose. Ça, c'est l'entrée de l'édifice. Et ça, c'est la réalisation que l'on a aujourd'hui. Le projet n'est pas tout à fait terminé, mais on voit que ces assemblages de façades, je reviens à ça, nous permettent de travailler des formes assez librement, avec un calpinage qui vient en résonance avec ces formes. La couleur est aussi un élément très important, parce qu'elle va permettre de faire à la fois référence au travail des enfants, mais aussi de faire référence à l'urbain. C'est-à-dire qu'on crée des lieux avec les façades colorées et avec leurs formes souples qui s'adaptent à toutes les circonstances urbaines de proximité, on va dire. Vous voyez que ici, il y a aussi une constante dans notre travail, depuis le début, depuis le premier projet que je vous ai montré, c'est ce soubassement, ce socle, qui est omniprésent. Ici, le socle a pour vocation de résister aux agressions que les gens vont pouvoir faire au bâtiment. Donc, c'est un gage de pérennité. C'est aussi l'occasion de soulever la couleur, de la mettre en l'air et d'avoir un bâtiment omniprésent, mais léger. Voilà l'école élémentaire sur son socle. Le socle est réalisé en béton micro-billé. C'est un béton qui est coulé à l'envers, et les billes de verre qui constituent l'agrégat du béton viennent au fond du moule et restent en surface. Donc ce béton est constitué de petites billes de verre qui vont prendre la lumière et scintiller. C'est aussi ce qui a été utilisé sur le CMS de Gennevilliers. Alors ici, on a eu des problèmes, il ne brille pas trop le béton, parce qu'il était trop foncé en fait. Vous voyez l'association des couleurs et les tensions créées sur l'espace. Vous voyez aussi la vue depuis l'extérieur. C'est une commune assez pas très riche, mais qui sait choisir véritablement son investissement et opérer au bon endroit des réalisations de qualité. Là, c'est la bibliothèque en rouge, avec en dessous le préau de l'élémentaire. Et à l'intérieur, dans les classes, on a de grandes baies vitrées, et on a aussi un petit bout de façade qui vient se mettre sur les placards. On a travaillé la couleur avec Frédéric Thomas jusqu'au fond des classes. Voilà le volume bleu qui est le centre de quartier, au-dessus de la maternelle. Un patio du centre de quartier. Ici, les volumes du centre de quartier et la maternelle. Et voilà. Alors, avant d'arriver au CMS,
il y a encore un projet qui est un projet qui vient s'inscrire sur un îlot que vous voyez ici dessiné en vert, qui longe un parc. C'est le parc de l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville est ce bâtiment triangulaire qui est là. Et on construit ici 38 logements neufs en Seine-Saint-Denis, dans une ville qui s'appelle Bobigny. C'est un quartier très difficile, qui aujourd'hui est parfois presque impraticable, tellement il y a de délinquance à cet endroit. Et on construit donc des logements neufs pour pouvoir reloger les gens et pour pouvoir réhabiliter les tours. Alors, je ne sais pas si vous les distinguez ici, qui font partie de ce carré, cet îlot, qui sont des tours de 19 étages, qui vont s'associer aux bâtiments neufs. Je m'explique. Vous voyez ici les volumes des logements qui sont posés sur un socle, toujours pour soulever la masse et lui donner plus de légèreté. Mais ici, la volonté est d'articuler ces volumes avec les tours et donner cet effet vertical grâce au fractionnement de ces volumes, des transparences que l'on va créer à travers l'ouvrage. Et donc, cette aspiration verticale va nous permettre de gérer l'îlot avec les tours dans une volumétrie harmonieuse. C'est cela que l'on cherche. Et par ailleurs, ce projet est aussi l'occasion pour nous de travailler avec de l'aluminium à Lucobond, qui était notre rêve depuis 10 ans, et qu'on n'a jamais pu se payer parce qu'on n'a jamais les moyens d'appliquer ce matériau. Et là, avec du logement social, par chance, on a réussi à faire cette coque en aluminium. Alors le chantier est tout juste terminé, les photos ont été faites avec les moyens du bord, mais vous voyez ici le travail sur les façades aluminium qui crée cette enveloppe et les façades qui sont en Fundermax, qui sont vertes, qui sont en fait la métaphore du parc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a là une volonté d'interaction entre la façade, la couleur et la nature. Voilà le bâtiment avec ses parties ouvertes, je les appelle comme ça, vert, ouvert. Je ne sais pas si le jeu de mots fonctionne en turc. Toujours est-il qu'on a des loggias qui s'inscrivent dans ces parties ouvertes et le bâtiment a une vraie qualité grâce à ses transparences, grâce à ses volumes dissociés. Les logements peuvent avoir plusieurs orientations et la proximité des tours n'est plus un problème parce que les vis-à-vis peuvent être gérés en fonction de l'orientation du logement. On peut très bien fermer sa fenêtre d'un côté et continuer à voir la lumière de l'autre. En plus, on a des vues à l'intérieur de la cité, enfin à l'intérieur du bâtiment, ce qui fait que les gens se sentent en sécurité à cet endroit, au-dessus du sol. Voilà les tours telles qu'elles sont aujourd'hui, et il y a pas mal de boulot pour les remettre en état. Elles sont très dégradées, les appartements à l'intérieur sont très très bien, et en revanche, c'est assez mal habité pour partie. Donc il y a un travail très laborieux de prise en compte de l'enveloppe de ces tours. Alors au départ, on a eu un projet assez ambitieux, toujours en alucobond. On voulait capoter les tours en alucobond et créer 2000 m² de terrasses complémentaires, de balcons. Mais le problème, c'est que l'argent n'a pas suivi. Donc cette ambition a été un peu aplatie. Mais en même temps, on a conservé cette volonté de traiter deux bâtiments qui continuent à s'articuler à l'urbain et à faire en sorte que cet îlot fonctionne. Donc on est revenu à une solution plus sage, de bardage qui n'est pas de l'alucobond, qui va être un dérivé de l'éternite. Et on continue à travailler sur le même principe, sauf que là, on fait une œuvre graphique, où le bâtiment, les tours, sont traités avec un bardage horizontal qui va permettre d'avoir une lecture moins verticale des deux édifices. Voilà le résultat en maquette que l'on cherche à obtenir. Les travaux sont en cours. Ah, le centre médical de Gennevilliers. Alors, ce centre médical a une vocation sociale primordiale pour la ville, puisque aujourd'hui, depuis quelques mois qu'il a été ouvert, livré,
il accueille environ 700 personnes par jour pour des soins. C'est-à-dire que les gens prennent rendez-vous et viennent se faire soigner dans tous les pôles médicaux que renferme ce bâtiment. Vous voyez le plan de masse ici montre un bâtiment qui est intégré au centre-ville. C'est un bâtiment linéaire qui va faire la jonction entre le cimetière qui est tout en haut et la place de l'église qui est tout en bas. Donc la signification et la symbolique est très forte entre l'église et le cimetière en passant par le centre médical, mais les choses sont ainsi et je pense que ça fait partie de la vie. Toutefois, la difficulté à résoudre la problématique de ce bâtiment est d'une part de faire un bâtiment très contemporain qui soit à l'image des fonctions qu'il renferme, mais qui en même temps puisse s'intégrer au mieux au tissu urbain avec un maître d'ouvrage, la ville, et le directeur du centre, qui exige que ce bâtiment soit à l'image des petites maisons qui l'entourent. Donc on construit 3500 m² en centre-ville, le long d'une petite rue qui s'appelle la rue de la Paix, avec de l'autre côté un parc, donc est, ouest, la rue d'un côté, le parc de l'autre, un bâtiment qui va avoir la chance de pouvoir être traversant. Et on travaille un fractionnement qui est cette maquette. C'est la maquette d'études que l'on avait pendant le concours, où on se sert de l'enveloppe aluminium pour traiter des volumes qui sont véritablement la métaphore de la maison avec son toit à 2 pentes. Et on travaille le fractionnement des façades pour justement retrouver une échelle urbaine adéquate avec le quartier. Ce sont les plans ici qui montrent l'aspect linéaire du bâtiment, le hall central avec cette flèche qui ondule et qui montre la transparence que l'on recherche à tout niveau à cet endroit, comme si le bâtiment était coupé en deux, et les différentes fonctions, mais bon, ça ne présente pas forcément beaucoup d'intérêt. Ça, c'est la perspective qui a été faite juste après le concours, après quelques petites modifications, et la réalisation au final, avec un matériau que décidément je trouve très intéressant, surtout dans ce genre d'application, parce qu'il me rappelle cet aluminium, surtout quand il est gris comme ça, le matériau qu'on utilise dans l'aviation. Donc il y a cette analogie que l'on peut faire avec l'aviation, la haute technologie. Ça me plaît beaucoup et ça nous plaît beaucoup. Donc on travaille ici avec un matériau noble et l'avantage de ce matériau, alors j'ai pas mal de photos, je vais vous les passer, c'est qu'il change de couleur en fonction du temps. Ici il y avait de la neige, pas sur le bâtiment, sur le sol, et la réflexion, rien que ça, fait que le bâtiment est blanc. C'était pendant le chantier. Ici, le matériau est doré. Et on utilise 2 couleurs standards sur ce bâtiment. Le matériau est doré, brillant. Là, il est encore doré. Il y a du soleil, c'est un peu le coucher de soleil. Vous voyez qu'on utilise encore le soubassement. Il n'a pas disparu. Et il nous sert aussi à soulever la masse. Vous voyez les fractionnements avec les brises-soleil. Vous voyez aussi que la toiture est traitée en aluminium. Et je tiens à faire une petite parenthèse et à remercier l'entreprise Emena, et plus particulièrement Tolga Tuglu, qui doit être par là, pour le travail qu'il a fourni, qui est un travail véritablement d'intelligence mise au service du projet, mais surtout, j'estime, de l'architecture. C'est-à-dire qu'il a su associer mes exigences à la réalisation du bâtiment. Et ce que disait mon confrère tout à l'heure, Stéphane, ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est que on ne peut pas se passer d'une entreprise pour faire un bâtiment et le faire au mieux. Il faut vraiment avoir un partenaire motivé et capable de faire techniquement. C'est valable pour tous les intervenants qui sont sur les chantiers. Voilà la façade nord qui regarde le cimetière. On y a placé l'administration parce qu'il était hors de question de mettre des cabinets médicaux face au cimetière. Ça c'est pas très logique. Donc on voit le fractionnement ici, très bien, du bâtiment, le recul qu'il prend par rapport à la rue
Et malgré cette dimension assez importante, le bâtiment arrive à répondre aux maisons qui sont en face. On a, à chaque fois que l'on a un point de fractionnement, une transparence qui laisse passer la lumière à l'intérieur du bâtiment. Ces grandes bandes noires verticales sont l'occasion d'apport de lumière à l'intérieur du bâtiment. Ici, MN Aluminium a traité toutes les parties horizontales, qui sont des claustras, ce qui fait dire en fait que le bâtiment est entièrement capoté en aluminium, à part ces parties en béton, qui sont nécessaires pour justement proposer à l'endroit où le bâtiment est en contact avec l'espace public un matériau très solide. Parce que l'aluminium est quand même assez fragile, on ne le met qu'en retrait de la rue ou en surélévation. Quelques petits détails. On voit encore les couleurs qui changent. Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'art cinétique. Et avec l'aluminium, on est servi à la fois, on est toujours dans la cinétique, quand on se déplace, on voit les choses évoluer, les volumes changer, mais là ce sont les couleurs et le rayonnement du bâtiment qui changent en fonction de la lumière et en fonction de la position qu'on peut avoir par rapport à l'édifice. Voilà le travail d'intégration des grilles, tout est compris dans l'enveloppe. Voilà. Encore une façon de regarder le bâtiment avec des couleurs changeantes. Le rouge de l'espace de livraison, qui est un des cœurs de l'édifice, parce que ça rentre et ça sort beaucoup dans ce genre de bâtiment. Le rouge, c'est la référence à la mairie communiste de Gennevilliers. Le béton et l'aluminium, ça marche bien. Ah ben, je ne sais pas si j'ai mes photos intérieures. Oui, vous voyez les percements que l'on distingue à l'extérieur avec ces lames horizontales sont l'occasion, comme je vous le disais, d'une pénétration de lumière au cœur du bâtiment. Ici, on est dans l'espace central du hall qui offre cette transparence nord-sud, comme si on indiquait que ici, le bâtiment peut fonctionner dans les deux sens, et c'est la réalité. Le hall est accessible par les deux côtés. Et c'est l'occasion de faire en sorte que la lumière qui passe à travers ce filtre des façades vienne imprégner l'espace central. C'est un bâtiment qui est, j'ai oublié de le dire, qui est basse consommation, donc l'enveloppe a une vocation d'isolation parfaite, à tel point qu'un ordinateur ou un nombre de gens trop important à l'intérieur du bâtiment oblige à climatiser l'édifice. Donc c'est toute cette ambivalence en fait qu'il y a, cette ambiguïté qu'il y a entre le fait de faire un bâtiment très performant et de se trouver piégé à un moment donné à devoir y intégrer une technique encore plus importante pour régler les problèmes de l'isolation performante. On se mord un peu la queue dans ce genre de principe. Toujours est-il que là, ce bâtiment est une véritable usine à gaz. Il y a des locaux techniques à tous les étages qui sont des grosses salles réservées pour les centrales de traitement d'air, notamment. À partir de là, on peut quand même dégager de l'espace et faire des choses qui sont agréables à regarder. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Voici le traitement de la lumière avec la couleur, toujours en association avec Frédéric Thomas, qui a choisi notamment des couleurs pour chacun des services, service de médecine, service de radiologie, service de dentaire, service des urgences, puisque le bâtiment est ouvert 24 heures sur 24, et possède un laboratoire qui sert aussi à tous les alentours et à quelques hôpitaux de la région. Donc c'est un bâtiment quand même de pointe en termes de technologie. Vous voyez le traitement des espaces intérieurs qui doit être assez doux, le traitement de la couleur dans le service de kinésithérapie, où ce orange que vous avez déjà vu est une couleur qui en fait apaise, qui a pour vocation de plutôt générer le calme et la sérénité. La radiologie, toujours. Les circulations sont éclairées. Voilà. J'ai terminé. Merci.
Evet, sorumuz var mı acaba? Aslıhan Köse. Hoş geldiniz önce. Gün boyunca izlediğimiz sunumlar sonrasında beni aslında biraz mutsuz eden bir şeyle ilgili sizin yorumunuzu istiyorum. İki projeniz arasındaki farkı gördüm. Bir tanesi bu sosyal konutlar önünde yaptığınız yeşil cepheli proje. Arkasında görünen o sosyal konutlarla öndeki yapılan yeni sosyal konutlar arasındaki farkı görünce evet mutlu oldum. Hoş bir görüntüsü vardı diğer bütün projelerinizde olduğu gibi. Polis merkezine döndüğümüzde polis merkezinin kendi içindeki görüntüleri evet gayet hoştu. Özellikle o kapalı cephenin açılır kanatla içeriye ışık alması detayı. Ama o çatı üzerinden şehrin dokusuyla arasındaki ilişki beni çok mutlu etmedi. Özellikle o yanındaki mimarın eviyle olan farkı beni biraz rahatsız etti ve siz çevresiyle uyumlu olduğu gibi birkaç şey söylediniz, cümle söylediniz. Gerçekten mutlu musunuz o projeden? Oui, je suis heureux avec ce projet. En fait, un projet, c'est toute une histoire. C'est très difficile de raconter un projet en 30 secondes, parce que, enfin, ou une minute. Cette histoire, elle est une histoire tout d'abord d'un concours sur lequel on travaille, avec des contraintes qui sont celles que j'évoque et qui sont quelque part la genèse du projet, puisqu'on commence avec ce programme, avec ces contraintes. Et à un moment donné, notre travail, et je pense que tous les architectes qui sont ici présents, notre travail est de trouver des solutions qui sont des solutions parfois effectivement qui peuvent mener à des projets qui ne nous satisfassent pas énormément. Mais là, en l'occurrence, ce que j'aime bien dans ce projet, ce qu'on apprécie, moi et Bernard, c'est que on a fait un travail très qualitatif, enfin plutôt, on a eu pour volonté de faire monter la qualité du projet vers le haut pendant le chantier. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec le maître d'ouvrage pour résoudre les problèmes que rencontrait l'entreprise, pour échanger sur des prestations et au final arriver à faire un hall qui est celui que vous avez vu, qui est traité avec bonne qualité parce qu'on a eu des problèmes économiques aussi comme sur tous les projets. Au départ le hall n'était pas comme ça et on a fini par pouvoir se le payer comme on dit avec du bois, avec un sol de qualité. Et je pense que tout ça est dû à un véritable travail. Alors pour ce qui est de l'insertion urbaine, puisque c'est ça la question, il y a une décision à prendre, on a un volume capable, et à partir de ce volume capable, il faut être capable de dire, ben voilà, le bâtiment qui a été choisi par l'institution, par le maître d'ouvrage, est là. Et à notre charge de le faire le mieux possible. Donc j'espère que vous partagez ce projet par rapport à la qualité qu'il peut représenter. Maintenant, je conçois tout à fait que cette esthétique ne plaise pas à tout le monde et que vous soyez choqués par le décalage du bâtiment entre la petite maison de l'architecte et le bâtiment de logement de l'autre côté. Evet, Frederick Gazan'a çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli katılımcılarımıza da çok teşekkürler ilginiz için. Şimdi Çuadaroğlu konuşmacılara bu değerli katkılarından ödürü huzurlarınızda hediye takdim etmek isterler. Dolayısıyla ben Frederick Gazan'ı, Salih Küçüktuna'yı ve Stefan Vigoro'yu sahneye davet etmek istiyorum. Hediyelerini vermek üzere de Çuadaroğlu Metal Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Çuadaroğlu'yu sahneye davet ediyorum.
teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği düzenlediği için. Siz değerli katılımcılarımıza da ilginiz için teşekkür ediyor. Kokteyline davet ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Afiyet olsun.